l'extrême droite est donc plus fort que jamais. Et le cordon sanitaire, vous savez, ce mécanisme qui empêche l'extrême droite d'accéder au pouvoir, n'a jamais été aussi craquelant. Merci Amaury pour cette principale info du jour. Tout de suite, la suite de votre Carrefour de l'info. Et comme je le disais il y a quelques instants, la suite de votre Carrefour de l'info, comme chaque mercredi, avec l'un de nos partenaires, Café Babel, dans Oramag, et notre ami Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Comment allez-vous ? Plutôt bien. Très bien, on enchaîne tout de suite, sans transition, avec notre invité de la semaine, une femme politique belge de 36 ans, membre du Parti écolo, élue eurodéputée lors des élections européennes de 2019 au sein du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Il s'agit de Saskia Bricmont qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Arabelle et sans plus tarder, les questions de Safouane. Saskia Bricmont, bonjour. Vous êtes membre au Parlement européen de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Et la semaine dernière, les eurodéputés ont débattu sur une possible levée temporaire des brevets sur les vaccins dans le but de renforcer la production et le partage des connaissances. Saskia Bricmont, à l'heure actuelle, la Commission européenne est contre la levée temporaire des brevets. Quelle est votre position sur cette question ? Eh bien oui, notre position est très claire, c'est que nous exigeons depuis le début des débats la levée temporaire, en tout cas, des brevets, donc de la propriété intellectuelle qui protège la production de vaccins. Pourquoi ? C'est pour permettre d'étendre sa production, d'étendre les capacités de production, notamment dans les pays qui ne disposent pas de suffisamment de vaccins aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas assez sur le marché mondial que pour qu'ils soient exportés en suffisance depuis nos pays producteurs de vaccins vers les pays particulièrement du Sud qui n'en disposent pas. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, seuls 2% de la population africaine est vaccinée, donc c'est quand même assez faible comme taux. Et parmi les pays les plus vaccinés, il n'y en a que 10 qui ont bénéficié de 75%. Oui. Des vaccins. Donc l'écart est énorme. On a dit les eurodéputés sont divisés. Les conservateurs et les libéraux estiment que lever des brevets n'apporterait pas de résultats rapides au niveau mondial. Concrètement, Saskia Bricmont, en quoi la levée des brevets pourrait aboutir à une augmentation de la production des vaccins, sachant que les capacités de production sont encore insuffisantes à l'heure actuelle ? La levée des brevets fait partie de la solution. Ce n'est évidemment pas l'unique la seule solution. D'accord. C'est une demande qui a été adressée notamment par l'Afrique du Sud et l'Inde il y a plusieurs mois déjà, puisque la propriété intellectuelle, les brevets qui protègent la production des vaccins et qui protègent donc les grandes entreprises pharmaceutiques empêchent de partager les connaissances et les technologies pour développer le vaccin dans d'autres parties de la planète. Donc ce sont quelques industries qui concentrent les moyens. Or, les moyens qui sont derrière le développement du vaccin, ne l'oublions pas, sont des moyens majoritairement publics. Et donc, il est aussi normal à un moment donné que des règles publiques s'imposent. Le vaccin contre le Covid doit être un bien commun universel. C'est notre position au niveau du groupe des Verts. On estime qu'on ne sera en sécurité que lorsque la planète entière le sera, vu que c'est une pandémie mondiale. Et que donc il faut à la fois partager les moyens financiers, ce qui se fait via des initiatives comme COVAX. La France a aussi organisé un sommet avec l'Afrique pour venir en aide à l'Afrique, mais néanmoins, l'argent ne suffit pas. Il faut aussi étendre les capacités de production. La levée des brevets en fait partie, mais on veut aussi aller plus loin et assurer un transfert des technologies et des savoir-faire liés non seulement au vaccin, mais aussi au traitement. On y vient justement, mais vous avez cité les Américains. Joe Biden s'est dit favorable à la levée des brevets, sauf que les Américains ont bloqué les exportations de vaccins hors de leurs frontières. Pendant ce temps, l'Europe a exporté 200 millions de doses, soit environ 50% de la production. Vous la voyez comment, cette position des États-Unis sur la levée des brevets, Saskia Bricmont ? Est-ce que c'est un coup de communication ? Est-ce que c'est plutôt sérieux ? Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe, étant donné que l'Union européenne est parmi les plus grands exportateurs de vaccins à ce jour, tandis que les États-Unis n'ont pas adopté cette politique d'exportation. Ils ont privilégié une vaccination nationale d'abord. Maintenant, il y a une position en faveur de la levée des brevets. Je pense que c'est une position sur laquelle l'Union européenne doit embrayer, notamment à la demande des pays qui en ont besoin. Donc je pense que il y a vraiment une logique nord-sud là derrière, et ce ne sont pas quelques pays du Nord qui doivent bloquer cet accès à la vaccination, puisque les moyens viennent de partout dans le monde, donc notamment via l'initiative COVAX par exemple. Donc
on doit profiter finalement de cette nouvelle position des États-Unis pour qu'à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, ait lieu cette discussion sur la levée des brevets. On a eu l'occasion d'entendre la semaine dernière au Parlement européen la nouvelle directrice générale de l'OMC, Oui. qui s'est exprimée très clairement en faveur de la levée des brevets. Cette directrice générale est issue du continent africain et sait très bien quels sont les besoins pour le continent. Et donc ce nouveau positionnement à la tête de l'OMC est aussi très important et je pense que les Européens doivent enfin prendre cette décision qui n'est, je le répète, pas la seule à prendre, mais qui fait partie de la solution et de la lutte contre la pandémie à l'échelle mondiale. Donc pour vous, COVAX fait partie des solutions. Justement, l'Allemagne va donner d'ici à fin 2021 jusqu'à 30 millions de doses au programme COVAX, donc le mécanisme mondial de fourniture de vaccins aux pays pauvres. Pareil pour la France. Est-ce que l'objectif d'immuniser 30% de ces pays d'ici la fin de l'année, est-ce qu'il sera atteint selon vous ? C'est difficile à dire puisque plusieurs pays se sont effectivement engagés. L'Union européenne s'est engagée à 100 millions de doses, la Belgique 4, en fonction de la production, des capacités de production et de la disponibilité. Donc on voit bien qu'il y a aussi une condition qui est mise à cette solidarité. Donc les objectifs sont là. Je pense qu'au plus on peut mettre des étapes en place pour faire en sorte que tout le monde ait accès au vaccin, ça doit se faire. Mais ce n'est pas, je le répète, uniquement via l'exportation, la mise à disposition de vaccins, ce n'est pas exclusivement via une aide financière, ce n'est pas exclusivement via la levée des brevets, tout ça fait partie d'une stratégie mondiale qui doit en fait être définie dans une stratégie mondiale de vaccination. Une dernière question sur le sujet, Saskia Brikman. On l'a dit, les capacités de production sont limitées et on parle beaucoup ces derniers jours d'une autre solution et qui existe déjà, c'est la licence obligatoire qui permettrait à des pays sous certaines conditions d'emprunter le brevet d'un laboratoire en échange d'une contrepartie, d'une compensation financière. Quelle est votre position sur les licences obligatoires ? Est-ce que c'est une alternative pour augmenter les capacités de production ou c'est pas vraiment viable ? Je répète que dans la lutte contre la pandémie de Covid, les moyens injectés sont publics et que donc on veut, notre position est d'assurer un accès universel au vaccin et donc un partage des connaissances dans une logique de bien commun universel. Et donc on veut ouvrir plutôt que de cantonner l'accès au savoir, à la connaissance liée à la vaccination et à la technologie qui est derrière, à ceux qui en ont les moyens. Donc, ce n'est pas pour nous une solution viable. D'accord. On passe à un autre sujet. Le futur pacte sur les migrations et l'asile est actuellement en cours de négociation et le 17 mai, le Parlement européen et le Conseil européen sont parvenus à un accord provisoire plus attractif pour les travailleurs hautement qualifiés, les membres de la famille qui les accompagnent. C'est la fameuse directive carte bleue. Saskia Brikman, entre janvier et novembre 2020, 110 000 personnes sont arrivées dans l'Union européenne de manière irrégulière. La politique d'immigration choisie que prend l'Union européenne, est-ce qu'elle sera efficace contre l'immigration clandestine selon vous ? Donc, la nouvelle directive carte bleue, et on salue l'accord qui est intervenu parce que c'est une étape importante dans la définition de voies sûres et légales d'accès au territoire européen. C'est une question qui est très chère à notre groupe politique puisque établir des voies d'accès légales, c'est permettre aux migrants depuis leur pays d'origine de rentrer dans des procédures et de connaître les critères clairs d'accès et légaux d'accès au territoire européen et de connaître aussi les raisons qui feraient qu'ils ne seraient pas accueillis sur le territoire européen s'ils devaient accéder par d'autres voies. Et donc l'objectif qui est derrière, c'est aussi de lutter contre les trafiquants d'êtres humains, c'est de lutter contre quelque part aussi l'immigration illégale qui, on le voit aujourd'hui, est davantage régulée à coup d'érection de murs et de l'Europe forteresse et qui arrive aux conclusions dramatiques que l'on voit quotidiennement à nos frontières avec les décès de nombreux migrants en Méditerranée. Mais concrètement, quelles sont les voies légales que vous proposez pour les travailleurs migrants qui ne sont pas hautement qualifiés ? Parce qu'à part la directive sur les travailleurs saisonniers, il n'y a rien à l'heure actuelle. Effectivement. Donc, on reste dans un critère économique. Donc c'est lié à la migration économique. Par rapport aux travailleurs saisonniers, c'est une ouverture pour laquelle on a fortement poussé pour permettre une protection aussi des travailleurs saisonniers
et quelque part leur accès à des droits en tant que travailleurs, notamment liés à tout ce qui est accès à la santé, la sécurité sociale, etc. Et donc ça, c'est une étape qui est importante pour nous. Après, il faut aussi envisager d'autres voies légales. Je pense par exemple à la question des migrations climatiques, puisque c'est un phénomène qui est en augmentation lié à l'évolution et au changement climatique. Et donc, si la majorité des migrations liées au changement climatique sont intra-régionales, donc s'opèrent essentiellement dans les régions concernées, il y a néanmoins des migrations à l'international. Et on estime qu'il faut établir aussi des voies via l'établissement, par exemple, de visas humanitaires, donc de reconnaître que cela fait partie des critères pour accéder à l'asile au niveau européen. Donc c'est à la fois d'avoir des critères clairs d'accès qui ne soient pas uniquement économiques. La migration économique en fait partie, mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi les dimensions politiques, les dimensions liées au conflit, les dimensions liées à la survie des personnes. Récemment, la Cour d'appel de Bordeaux a interdit le refoulement d'un réfugié bangladais, puisque son refoulement aurait mis sa vie en danger, son pays étant hautement pollué et lui-même étant asthmatique. Et donc, il y a une première étape vers la reconnaissance des migrations liées à l'évolution du climat. Donc ça, c'est une étape qui est importante selon nous, mais qui n'est pas... qui ne représente pas la majorité de la politique migratoire actuelle. La politique migratoire actuelle est davantage axée sur le refoulement et sur le fait d'empêcher l'accès au territoire, quitte à violer les droits fondamentaux des personnes. Donc vous espérez donc une évolution de la politique migratoire européenne. Saskia Brikmans, les migrants deviennent des armes diplomatiques. C'est ce que vous avez déclaré le 19 mai dernier à propos des accords de coopération et des milliards d'euros de financement délivrés par l'Union européenne à des pays comme la Turquie, la Libye ou le Maroc. Pourquoi vous estimez que l'Europe n'aurait pas dû sous-traiter sa politique migratoire ? Donc l'Europe sous-traite quotidiennement sa politique migratoire vers effectivement les pays que vous avez cités, vers des pays tiers qui ne sont pas toujours respectueux des droits des migrants. La Libye, par exemple, opère la torture, la mise en esclavage des migrants. Donc on est dans des cas réels de viol du droit international et du droit des personnes migrantes. Elle sous-traite sa politique parce qu'elle n'arrive pas à s'accorder. Les 27 États membres, nos gouvernements n'arrivent pas à s'accorder sur le type de politique, sur le type d'accueil qui peut être réservé aux migrants. Il n'y a pas eu de consensus européen sur la question. Toujours pas. Il n'y a pas de consensus européen, il n'y a pas de solidarité européenne qui permettrait pourtant que chaque État membre prenne sa part avec des relocalisations et que les procédures soient mises en œuvre dans chaque État membre sur base de critères communs, par exemple. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette coopération, effectivement, avec des milliards d'euros à la clé qui sont dépensés pour cette externalisation vers ces pays, mais qui sont aussi dépensés dans Frontex, l'agence qui est censée contrôler nos frontières, qui est aussi censée contrôler le respect des droits humains des migrants, et ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle participe elle-même aux refoulements illégaux et donc au décès en Méditerranée, ce qui est pour nous une politique totalement inconcevable, aberrante. Et puis pourquoi une arme diplomatique ? Eh bien parce que la Turquie, il y a quelques mois, et désormais le Maroc aussi, utilisent les migrants et la question migratoire et le fait que l'Union européenne externalise vers eux, vers ses gouvernements, sa propre politique migratoire. Ils l'utilisent comme arme diplomatique, comme élément de chantage. Le Maroc a ouvert ses frontières, a arrêté de contrôler le passage de sa frontière vers Ceuta, vers le territoire de l'Union européenne en Espagne. Mais si la relocalisation n'est pas possible à l'heure actuelle, quelle solution aurait dû privilégier l'Union européenne alors ? Sachant qu'il n'y a pas encore de compromis. Dans le cas de Ceuta, le Maroc a vraiment utilisé les migrants comme élément de représailles parce qu'elle reprochait à l'Espagne d'avoir accueilli un des leaders du Front Polisario. Et donc, elle en a vraiment fait un argument politique et utilisé les gens à quelque chose de cynique puisqu'ils savaient bien que tous les ressortissants marocains allaient être refoulés vers le territoire du Maroc. Et donc, ces gens ont peut-être espéré que c'était l'occasion unique de leur vie et ont décidé du coup de franchir à la nage en mettant leur propre vie en danger pour essayer de rejoindre le territoire de l'Union européenne alors que les forces de sécurité, l'armée les attendaient de l'autre côté. Donc on voit que c'est la politique de l'Union européenne qui lui revient en boomerang et donc il faut tirer les leçons de cette situation. On n'a pas tiré les leçons de la crise avec la Turquie.
Est-ce qu'on va tirer les leçons de la crise ici avec le Maroc? Je m'interroge puisque le Conseil européen n'a pas évoqué davantage le sujet. La Commission européenne est venue avec une nouvelle proposition relative au pacte migratoire, mettant sur la table des propositions d'organisation d'une solidarité sur base volontaire. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce nouveau pacte, justement, parce qu'on parle de solidarité sur base de volontariat, mais ça veut dire que les pays pourront ne pas prendre en charge l'accueil, mais plutôt s'occuperont du retour des migrants. Donc, est-ce que c'est la voie à travers laquelle vous aurez vu voir évoluer l'Europe? Non, moi je veux voir évoluer l'Europe à 27, mais si ça ne fonctionne pas à 27, ce qui semble être le cas, dans le cadre de l'organisation de cette solidarité, je veux que les États volontaires avancent. La France a ouvert la voie, l'Allemagne aussi, la Belgique peut contribuer aussi, puisque dans la politique gouvernementale, il y a très clairement la question des droits fondamentaux des migrants aux frontières qui est dans l'accord de gouvernement, donc le respect. Donc la Belgique peut faire partie de ces États volontaires pour organiser la solidarité. Je suis certaine que d'autres embrayeront si elles ne le font pas directement. Mais donc les États volontaires avancent ensemble et montrent le visage de la solidarité. Dans nos États, dans tous les États européens, la solidarité s'organise sur le terrain pour pallier à l'absence de solidarité de nos gouvernements. Les associations, les citoyens volontaires qui accueillent des migrants sur base structurelle ou ponctuelle, est-ce bien normal que des communes doivent se déclarer communes hospitalières? Il y a tout un réseau en Belgique qui s'est déployé parce que la réalité de la migration est celle-là. La migration est un phénomène historique. Des murs n'empêchent pas les citoyens, les personnes de migrer, de quitter leur pays pour trouver de meilleures perspectives de vie, voire de survie ailleurs que dans leur propre pays. Je pense que personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Ils sont à la recherche d'un avenir meilleur et organiser l'accueil et la solidarité en Europe, le continent le plus riche, doit pouvoir se faire, sachant qu'il ne s'agit pas, comme je l'entends trop souvent, d'ouvrir les vannes. Ce qui s'est passé au Maroc, c'était une ouverture de vannes et c'est ce qui a amené à la migration, enfin, le passage de 6000 personnes. Donc évidemment que ce sont des situations qui ne sont pas gérables pour un pays frontalier comme l'Espagne. Ce sont des situations qui ne sont pas gérables quand on en vient à la Grèce, à l'Italie. Et c'est là que la solidarité doit s'organiser. On ne peut pas laisser les États frontaliers gérer seuls. On ne peut pas non plus laisser des États non démocratiques gérer à notre place. Affaire à suivre. Merci Saskia Bricmont. Je rappelle que vous êtes eurodéputée au sein du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci. Bonne continuation. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Carrefour de l'info.